Lapin Lapinus. Sous une pâquerette, un petit lapin essuie ses lunettes et lit du latin Lapin Lapinus. Savant, savantus, il aura mal à la tête, il ferait mieux, c'est certain, d'aller faire des galipettes avec ses petits copains. Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous, y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. C'est à l'école que les enfants commencent à faire l'apprentissage de la vie. À l'école, on obéit, on est sage. À l'école, on travaille, on se soumet à la règle et à la discipline de la classe. C'est un apprentissage de la vie du citoyen. Elle gigote, elle zozote, babille, babillon, elle a 3 ans. Elle papote, elle parlote, jacasse, jacasson, elle a 13 ans. Elle jabote, elle marbote, bavarde, bavardant, elle a 30 ans. Elle radote, elle tricote, broudouille, bredouillant, elle a 100 ans. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Je vais me resituer un peu. Cassagne et Bégonnet, c'est sud du Ségala. On est par là, on est là à peu près. Là, tout à fait en bas, là. Reiret, c'est un petit village de la commune qui est situé à 4 km de Cassagne. Un petit village qui au début du siècle avait 96 habitants, uniquement le village. Aujourd'hui, il y en a 19. Il y avait deux écoles, les filles et les garçons. C'est toujours séparé. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Voilà. On le voit bien sur cette photo. Là où on aperçoit l'instituteur ou l'institutrice. Puis l'habit qui est frappant, hein. L'habit c'est tout à la même enseigne. Peut-être ce jour-là, pour le passage du photographe, je pense qu'il devait mettre la tenue identique. Hein. Et j'ai remarqué que ça c'est frappant. Hein. Le béret ou l'espèce de calot. Bon, évidemment, les cours d'école pas goudronnés à l'époque, comme de nos jours. Et tout caillouteux. Et les instituteurs bien rigides, bien droits, et qui montrent l'exemple. Puis les gens n'avaient pas trop, j'ai remarqué, pas trop de sourire, mais bon. Autrement, voilà, c'était les premières écoles en Cassagne en 1916. Le photographe qui ne venait qu'une fois par an allait immortaliser l'espoir des parents et l'envie des enfants. Comme les 7 nains dans ces petits portraits, leur caractère s'affiche, laissant paraître leur rôle de demain. Plus tard, je serai avocat, médecin, militaire, général, infirmière, instituteur, institutrice. Moi, je jouerai du banjo, moi du violoncelle, et moi du biniou, moi de la flûte, et moi de la crécelle. Derrière le silence de la photo, chacun envisage son avenir. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Jacques Prévert. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une petite tapette. C'est la fin de l'été. Le jour de la rentrée scolaire, annonciateur de l'automne, est enfin arrivé. Le souvenir doux et amer de ces journées extraordinaires accompagne les petits pas. Pour nous encourager, on nous répétait toujours la même chose. « Tu es un grand maintenant !» Alors, j'étais fier, très fier, aussi fier qu'eux, le temps d'une grande inspiration. Et pour ne pas oublier ce visage qui allait partir, je le regardais les yeux grands ouverts. En ce temps-là,
Il y avait bien une certaine inquiétude, mais retrouver les copains et les mêmes tables dans une salle de classe qui ne changeait pas me rassurait toujours un peu. Quand on découvre une école communale du début du XXe siècle, on a tout de suite cette étrange impression de déjà la connaître. Son architecture caractéristique, ses fenêtres au sud pour mieux laisser passer la lumière, le bureau de l'instituteur, nos bureaux en bois identiques réveillent nos souvenirs. C'est ce même rayon de soleil qui nous réchauffait quand il ne nous éblouissait pas. Et puis, il y a la cour où on criait, le préau où on s'abritait et le petit jardin. Ce petit carré de verdure que l'on partageait avec le maître. J'ai descendu dans mon jardin. J'ai descendu dans mon jardin Pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Un rossignol vint sur ma main. Un rossignol vint sur ma main. Il me dit 3 mots en latin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Que les hommes ne valent rien. Que les hommes ne valent rien. Et les garçons encore bien moins. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Creuser, bêcher, ratisser, tasser, tout s'apprend, se pratique. Il suffit que la mairie prête un terrain, ou qu'un heureux bienfaiteur le donne, et les professeurs organisent les travaux au printemps. Et c'est tous ensemble, comme ici en Bretagne, au collège Bon Séjour, que les élèves réalisent ce qui deviendra leur terrain de sport, leur terrain de jeu favori. Durant les récréations, les filles jouent à la balle, à chat perché, à la corde, à la marelle ou font des rondes. Les garçons, eux, courent, jouent aux billes, à la toupie, au palais, à chat perché, à saute-mouton et aussi à la balle, quand ils n'attaquent pas les plus petits. Et ce jour de printemps, au Loup du Lac, comme les autres jours, la cour de récréation est un jardin secret. Une caverne d'Ali Baba où les 40 chevaliers et princesses vivent d'extraordinaires aventures. Tout ce qui s'y trouve se transforme aussitôt en carrosse, en bateau. Et, si par mégarde, un animal s'y aventure, il devient par enchantement le phénix de ces bois ou un monstre redoutable, un dragon cracheur de feu. Et tant pis pour celui qui se fait prendre. Il devient alors le principal sujet des expériences du reste de la journée. C'est une vipère, une couleuvre. Une vipère? Il est mort? Vous savez, les clavettes, c'est les petits serpents. C'est les petits serpents là, très fins, là, gris, tout gris, qui étaient dans les cours des écoles au printemps, évidemment. Alors, il paraît qu'il y avait un gars, un jour à Cassan, il en a attrapé une petite clavette, il l'a mis dans sa poche, comme ça il l'a maintenu, il l'a mis dans un plumier là, d'un copain qui était juste à côté de lui, vous savez, un plumier comme ça, évidemment. Il l'a mis dans un plumier, il a pris la petite clavette, le petit serpent, il l'a mis là-dedans, il a fermé le plumier. Et puis évidemment, l'enfant, quand l'instituteur a dit « Bon, maintenant, prenez vos plumiers, prenez vos crayons, vos plumes », quand il a soulevé, évidemment, le couvercle du plumier, alors là, un cri, ça a été un cri terrible. Alors, vous savez, à l'époque, on était châtiés à tous les sens. Pourquoi crier alors? Pourquoi tu cries, petit? Il a crié comme ça. Bon. Alors tu vas aller au piquet, là, tu vas rester 2 heures au piquet, voilà, il ne faut pas crier en classe. Hein. Alors il a expliqué la raison pour laquelle il avait poussé ce cri, évidemment, très haut. Hein. Non, il n'a pas cru, l'instituteur n'a pas cru. Quelques échantillons des instruments de torture jadis en usage dans les écoles. La règle, le martinet, la férule. Le piquet d'école, 10 lignes, 20 lignes, 50 lignes, imbécile, bonnet d'âne. Au fil des saisons, les leçons de choses apprennent aux élèves à observer ce qui les entoure. Comment la grenouille se métamorphose? Pourquoi, sous l'effet du froid, la glace brise la bouteille remplie d'eau? C'est tout un tas d'expériences simples que nous propose l'instituteur pour mieux comprendre notre quotidien.
Et c'est avec un empressement qui étonnera toujours les professeurs que nous mettions en pratique certaines leçons. C'est en hiver, à l'heure bénie de la récréation, que l'on oublie le vieux manteau à peine chaud, les sabots toujours froids et les kilomètres trop longs sous un vent souvent glacial. Pour rien au monde, le jour où la neige était tombée, on serait resté près du poêle, qui essayait pourtant de chauffer la classe. Toute la cour, tout le village se retrouve sous la magie des batailles de boules de neige. Madame l'institutrice, comme monsieur le curé, défendent chèrement leur honneur. Ce jour des fous, l'enfant est roi au village. Il chaparde à la vieille son balai, au notable son chapeau, à l'instituteur son écharpe et à monsieur le curé sa pipe. Et voilà le bonhomme de neige trône dans la cour de récréation, le temps d'une gelée. C'était l'époque où les saisons imposaient leur rythme, où les raisins mûrissaient en septembre, où l'automne annonçait l'hiver, la jonquille le printemps et les abeilles la chaleur revenue. C'était le temps où l'agriculture commandait la vie des hommes et celle des écoles. Bonjour Madame Lundi, comment va Madame Mardi? Très bien Madame Mercredi. Dites à Madame Jeudi de venir vendredi danser samedi dans la salle de dimanche. Après Pâques, c'était terminé. L'école était terminée parce que bon, il y avait des travaux de champs qui arrivaient parce que dans un milieu agricole comme nous sommes à Cassagne, dans la région de Cassagne-Bégonhès, les gens, oui, alors les enseignants évidemment râlaient un peu, évidemment, ça rouspétait un peu, mais il n'y avait rien à faire. Non. Il fallait intégrer de nouveau le milieu familial pour les travaux des champs. Et bon, ça dure jusqu'à Pâques en gros. Après ça s'est estompé tout ça évidemment. Les travaux des champs étaient différents, puisqu'après le tracteur est arrivé dans les années 50, bon, il n'y avait plus besoin de main-d'œuvre. C'est en fait une question de main-d'œuvre. Tous ces jeunes-là, quoi qu'ils fassent à la ferme, ils aidaient quand même pour les travaux des champs et tout. Alors voilà un peu l'explication, mais en fait, c'est bien complet. Il faudrait d'autres gens plus qualifiés que moi pour l'expliquer. À la fin du XIXe siècle, la révolution industrielle étant définitivement amorcée, l'instruction de la société devenait indispensable. Il fallait initier le pays dans une même culture pour la sauvegarde et l'avenir de la République, la troisième. Gratuité absolue des études. Obligation pour tous les enfants, filles ou garçons, de fréquenter l'école. Neutralité religieuse. Ces lois allaient donner l'impulsion décisive à l'école primaire. Des milliers d'écoles surgissent, édifiées dans un style sévère, aujourd'hui révolu. Ces écoles sur les bancs desquelles se sont assises des générations d'écoliers, les pères et les grands-pères de ces enfants. L'enseignement public allait enfin exercer dans l'État son importante fonction sociale. En moins de 40 ans, la proportion des illettrés tombe à 4,5%. L'instruction est, après le pain, le premier besoin du peuple. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Plus cocody,
pirapouf. C'est moi qui suis le général Bim Boum. En avant sur la gavée, le long du mur, sur la clôture. Ayez pitié, messieurs, dames, prenez garde au tambour qui fait boum, boum, boum. N'allez pas chez les voisins du taccoin. Coin, coin. Qu'importe la maison d'école détruite. Reprenons plein de courage avec les instituteurs, la classe interrompue. La guerre finie, la France, victorieuse avec ses alliés, laisse exploser le bonheur de vivre. Après le désenchantement d'une der utopique, le temps est à la folie, aux extravagances. La mode, alors, signée Driam, Mourgue, Madeleine Vionnet, Worth, Paul Poiret, a libéré la tenue vestimentaire, lui conférant un charme presque coquin. L'avenir semble maintenant appartenir à la jeunesse. Chaque famille aide à sa manière les siens. L'instruction est devenue indispensable pour les garçons et les filles. Amusons-nous d'abord, dit Léon. Mon devoir, je le ferai tantôt. Je le ferai ce soir. Le soir, il bâille et dort, mais pour faire sa tâche, il va, dit-il, demain réveiller le soleil. Le réveiller, hélas, on l'appelle, on se fâche. À 7 heures encore, il dort d'un plein sommeil. Il y a de plus en plus de candidats aux internats des grandes écoles. Ces lycées qui portent les petits trésors vers la richesse d'une culture générale et ouvrent les portes sur le monde moderne. Même si certains sont de futurs polytechniciens, ils doivent aussi bien apprendre à manier les formules de mathématiques, de physique et de chimie que la scie, le rabot ou la râpe. C'est dans un but autant moral que pratique que les élèves sont astreints à l'exercice de ces quelques travaux manuels. Le cinématographe. Merveilleux, incroyable, magique. Quelle sensation on peut ressentir nos grands-pères et grands-mères en découvrant ces images animées projetées à côté du tableau noir. Au début du XXe siècle, c'était tout simplement le monde entier qui pouvait se matérialiser dans les classes. Tout devenait clair. La moindre leçon de choses, comme de géographie, d'hygiène ou de morale, s'imposait avec le cinéma. Pas besoin de crier. L'attention des petits yeux grands ouverts était acquise dès les premières images.
Aux élèves des écoles, il est défendu de cracher à terre, de mouiller ses doigts dans sa bouche pour tourner les pages des livres et des cahiers, d'introduire dans son oreille le bout d'un porte-plume ou d'un crayon, d'essuyer les ardoises en crachant dessus ou en y portant directement la langue. Voulez-vous savoir maintenant pourquoi ces défenses vous sont faites? Demandez-le à vos maîtres qui vous donneront les explications nécessaires. Jusque vers les années 60, la journée des écoliers commençait par un quart d'heure de morale, où l'hygiène et la sobriété étaient les principaux sujets. Qui vole un œuf, vole un bœuf. L'enfant qui gaspille est une lourde charge pour sa famille. La porte du cabaret mène à l'hôpital. Cette émotion et ce jugement moral, lu ou raconté, constituent un premier réveil de la conscience. Ce sont des habitudes de propreté, d'ordre, d'exactitude, de travail, de politesse, de bonté et d'autres encore que l'on essaie ainsi de créer. Morale laïque ou religieuse, l'enfant apprend alors des valeurs essentielles qui le préparent à la vie collective. À Bourges, dans les années 30, l'institution incontournable pour être formé aux valeurs chrétiennes est sans conteste la maîtrise de la cathédrale Saint-Étienne. Un matin d'hiver, c'est l'heure de la récréation dans les jardins de l'archevêché sous l'œil bienveillant des prêtres. Un temps de jeu finalement semblable à toutes les récréations des enfants de ces années-là. Les dernières séquences sont filmées par Monseigneur Camille Signargou, prélat de la Maison de sa Sainteté, professeur à la maîtrise à partir de 1930. L'écriture comprenait plusieurs exercices comme la position du corps, l'inclinaison du cahier sur la gauche. Plume en l'air sur des cahiers virtuels, les élèves mimaient avec application chaque lettre. Et chaque matin, à tour de rôle, ou tous les 2 jours, il fallait remplir les encrits, évidemment. L'enseignant faisait une liste. Chacun, on allait remplir les encrits, mais bon, il fallait faire attention. On le remplissait un peu trop, ça débordait, entre guillemets. Bon, évidemment, il y avait la réprimande de l'enseignant, c'était un peu normal. Des fois, les doigts tachés, les doigts pleins d'encre. Pour écrire proprement, il faut bien tenir le porte-plume. Les doigts placés trop près de la plume se tachent d'encre, salissent le cahier, les vêtements, et tout cela jette finalement cette forte tête de Victor dans la sombre voie des mécomptes et des humiliations. Le soigneux Alain, lui, saisit sans le serrer son porte-plume entre les 3 premiers doigts allongés de sa main droite. Vous voyez qu'il peut ainsi avancer et reculer aisément sa plume. Naturellement, Victor écrit à sa façon qui est pour le moins inconfortable et même stupide car il ne peut ainsi voir ce qu'il écrit. La page doit être placée bien en face de soi. Ainsi, la ligne que l'on doit suivre est visible à droite de la plume. Quand on avait terminé nos écritures, bon, on appliquait le buvard proprement, doucement, parce que des fois, hop, si on le faisait un temps soit peu glissé, voilà, évidemment, il s'en suivait une tâche, évidemment, il n'était pas belle à voir. Hein. Pour la présentation du cahier, et ce cahier, vraiment, je trouve qu'il est vraiment parfait. Hein. Il côtoyait une rivière, le Héron, ouais, c'était le Héron qui n'a pas connu. Un jour, sur ce long pied, allez, je ne sais où, le Héron ou l'Ompec a moché le mot. Ça, c'était une citation que vous avez presque tous par cœur. Hein. 1920, voilà, 1000 heures à la chasse, l'automne, voilà les feuilles sans sève. L'été, la fauchaison, de droite à gauche. Hein. Magnifique, quoi. Ça, c'est des archives extraordinaires à regarder, ça, pour les années à venir. Hein. Alors, il y avait un protège-cahier, voilà. Là, on le mettait là. Voilà. Et alors, toujours derrière, il y avait la table d'addition. C'est la table de multiplication. Ça, toujours, c'était comme ça quand on retournait le cahier. Hop, prenez vos cahiers, allez, à table d'addition, table de multiplication. À savoir par cœur, évidemment, dans les jours à venir. Hein. À l'étudier, bon, et puis après, le lendemain, il fallait, ça c'était par cœur. Et le soir, avec nos parents, même au souper, on nous faisait réciter la table d'addition, soustraction, de division et de multiplication. Niché chaud 1, niché chaud 2, niché chaud 3, niché chaud 4, niché chaud 5, niché chaud 6, niché chaud 7. Ah!
école transformée partiellement en caserne, que les petits enfants d'Alsace, au claquement de leurs sabots de bois, ont fait cette année leur rentrée en classe. Véritable solennité, ne serait-ce que du seul fait de la touchante unanimité avec laquelle les mamans tinrent à parer de neuf leurs petits, comme pour une fête, pour cette première classe sous la protection de nos armes. Ces petits sabots pour apprendre à rentrer en classe, les petons bien secs et en silence. Dans cette école à la française, école qui fait des cœurs résolus en enseignant qu'à aimer la dignité, le respect humain et la vie, dans cette école d'Alsace, sous la menace ennemie, on n'apprend aux enfants ni le ressentiment ni la haine, mais seulement les chansons dues à de vrais enfants. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, rencontrer trois capitaines avec mes sabots d'ondaine, avec mes sabots. Rencontrer trois capitaines avec mes sabots, rencontrer trois capitaines avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots d'ondaine, avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots d'ondaine. En avant les grosses bedaines, rangez-vous le long du mur, laissez passer les petites bedaines pour manger des confitures. Qui ne se souvient de ce conte poignant d'Alphonse Daudet, La dernière classe? Le grand écrivain n'a pas connu la revanche de 1918, mais aujourd'hui, comme à cette époque glorieuse, son ombre apaisée accompagne le petit Franz, se hâtant vers la première classe. La guerre est finie. Dans toute la France, l'école reprend normalement. Les chewing-gums arrivent. Ils commencent leur carrière sous les dents et sous les bureaux des élèves. Il faut maintenant penser à la reconstruction et chasser une bonne fois pour toutes les pensées vieillottes. La France est notre patrie. Tout semble recommencer dans la petite cour du village, et pourtant, quelque chose a réellement changé. La guerre est derrière eux, et leur sourire victorieux témoigne d'une autre période. La conquête d'une nouvelle société est commencée, mais il y a encore du chemin à parcourir. Sur la terre des hommes, loin des acclamations adressées aux Icars modernes, le petit prince ne connaît d'horizon que les murs austères de l'internat, quand toutefois il a la chance d'être inscrit au lycée de la ville. Pour la plupart des gamins de la campagne, ce n'est pas le cas. Sitôt le certificat d'études en poche, quelquefois même avant, l'écolier quitte définitivement la communale pour être loué dans quelques fermes comme vacher. Les filles, elles, deviennent des petites bonnes. Il n'est pas nécessaire de savoir lire et compter pour travailler dur. Les drôles et l'époque commence l'apprentissage d'une vie laborieuse, pendant que les enfants plus favorisés s'enrichissent d'instruction et de belles manières. L'algèbre, la géométrie, les dissertations, rien ne sera épargné au potache. Combien y en a-t-il parmi ces futurs notables qui préféreraient garder les vaches au calme d'une prairie, sans se soucier de l'avenir, plutôt que de sécher bêtement devant le tableau noir ?
C'est un petit oiseau qui prit s'envoler. C'est un petit oiseau qui prit s'envoler. Qui prit ça à la volette, qui prit ça à la volette, qui prit s'envoler. Mais en 1945, l'hygiène est toujours une lutte de première importance, que ce soit dans le Val-de-Loire, l'Auvergne ou dans la capitale. Les jeux de course sont finis. Avant de rentrer dans les salles d'exercice, il faut faire main blanche. Nous allons apprendre à nous laver les mains. Relevez vos manches pour ne pas salir vos jolis tabliers. Mouillez-vous les mains. Prenez garde. Ne vous éclaboussez pas. Savonnez-vous bien. Sous un filet d'eau. Faites mousser. Dessous, dessus. Regardez comme fait Jacqueline. C'est parfait. Sans oublier les poignets, ni les ongles. Et puis rincez-vous. Soigneusement. Et goûtez vos mains. Maintenant, essuyez-vous bien. Vous ne voudriez pas avoir de vilaines mains rouges avec des crevasses. N'avez-vous rien oublié? Non, non, non. Il y a encore les ongles. C'est très important. Les mains et les ongles sales sont dangereux. Ils peuvent transporter les germes de toutes les maladies. Et voilà une toilette des mains qui est bien faite. avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend. Il efface tous les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec les craies de toutes les couleurs sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. À l'endroit devant eux, ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Dans la grande France d'après-guerre, comme on l'appelait alors, l'école est partout présente. Les instituteurs et les institutrices venus de métropole ou formés sur place assurent un enseignement rigoureux et qui se veut identique pour tous dans toute la France.
Ah, nos ancêtres les Gaulois sont devenus de bien grands voyageurs. La cloche sonnait et nous entrions nous installer chacun à notre place. On vous regardait chaque matin écrire de votre belle écriture ronde la date, le travail du jour, les devoirs à rendre. Sous votre craie, l'histoire de France était nôtre et l'avenir était au travail. Vous nous demandiez la date sur notre cahier et d'une voix grave, vous stoppiez les commentaires qui n'en finissaient pas. Elle sentait bon, mon école. Elle vivait de nos espoirs, de nos rêves, de nos envies. Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous Notre classe ne ressemble à aucune autre. Et pourtant, on se ressemble tous, assis sur nos bancs, devant le tableau noir et nos feuilles blanches. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au départ en celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Hein? Pourquoi pas? Robert Desnier. Piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Combien parmi vous savent qu'un jeune écolier de votre âge demeure assis devant son pupitre pendant plus de 1000 heures par an? Ainsi, pendant plus de 1000 heures, vous conserverez une même attitude. Cela serait sans inconvénient si cette attitude était bonne, mais elle est très souvent mauvaise, et son maintien prolongé présente des dangers certains pour votre bonne croissance et pour votre santé. Vous allez voir pourquoi. Approchons-nous de Michel. C'est un garçon normalement constitué et qui se tient bien. Au milieu de son dos s'allonge sa colonne vertébrale, axe et soutien de son corps. Si nous inclinons un instant, par exemple, la branche de ce jeune rosier, elle reprend sans dommage sa position naturelle dès que nous l'abandonnons. Mais si la flexion est longuement maintenue, la branche, vieillissant en cette posture, demeurera toujours courbée, tordue, comme la colonne vertébrale de ce pauvre jeune homme atteint de scoliose. Voilà bien sûr ce qui attend le jeune Marc, s'il continue à se tenir ainsi, de travers. Peut-il ressembler à cet arbre en zigzag? À ce malheureux scoliotique? Ou bien cet athlétique et splendide jeune homme, droit et fier comme un peuplier? Un modèle de bonne tenue, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre est assis bien en face de son pupitre. Il est incliné en avant, mais sans voûter le dos. Dans cette attitude, la poitrine reste ouverte et les poumons qu'elle contient peuvent s'emplir d'air. Tandis qu'en courbant l'échine, on comprime le thorax. Alors, les poumons ne trouvent plus la place convenable pour se dilater. Or, il faut largement respirer pour vivre. Ainsi recroquevillé, comment François respirerait-il? Comment serait-il vigoureux? Voyez-le, sans force physique, tout de suite essoufflé. Il ne peut participer au jeu gueulant de ses camarades, malgré l'envie qu'il en a sûrement. Il est triste. Il tousse. Un mauvais rhume qui nécessitera un jour son départ pour le préventorium. Il n'aura pu résister aux attaques de la terrible maladie, si souvent fatale, la tuberculose. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit, ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Car les gens de Foix
n'achète plus de foi. Ma foi. Afin d'éviter toute fatigue de la vue, on éloignera ses yeux de 30 cm environ de la feuille de papier. C'est la distance la meilleure pour que les images se forment sans effort sur la rétine d'un œil normal. Il est évident qu'en se tenant aussi mal que Victor, on ne peut faire du bel ouvrage. Qui s'étonnerait alors de voir le mauvais ouvrier puni de sa vilaine besogne? Et qui n'applaudirait au contraire à la juste récompense d'Alain, dont la bonne tenue a fait la bonne écriture? Jeunes écoliers, vous deviendrez grands. Beaucoup parmi vous passeront chaque année, non pas 1000, mais plus de 2000 heures devant leur table de travail. Je dis, la pêche. La pêche. Quand la mer est belle, quand la mer est belle. 42, 6 fois 8, 48, 6 fois 9, 54. La vie quotidienne s'arrête toujours à l'école primaire. Assis dans la cour de la communale de Saint-Ambrois, M. Doussard, le maître, tient la caméra et on s'initie à quelques exercices de gymnastique. Ah! Un laborieux lancer de poids qui ne restera pas dans les annales, mais qui alors pouvait donner quelques points au certificat d'études primaires. Les heures de gymnastique n'étaient pas toujours un moment de détente ou d'amusement. L'angoisse de la barre fixe, du grimper à la corde et bien d'autres instruments de torture auxquels nous devions nous essayer devant nos camarades nous faisait oublier pour un instant seulement tous les autres jeux de plein air. Quel effort surhumain on devait alors déployer pour avoir bon pied, bon œil. Faire de la gymnastique, c'est faire les mouvements le plus souvent au grand air pour nous rendre forts, souples, agiles et adroits, nous répétait le maître inlassablement. À la campagne, la remise des prix en fin d'année scolaire aux élèves les plus méritants reste un événement d'importance. Jacques Montier, artisan à Tréville-l'Escarbotin, immortalise la cérémonie de 1950.
La lumière est avec lui et c'est l'occasion rêvée d'étraîner sa caméra Payard Bolex flambant neuve. Mais public ou privé, les classes des écoles populaires dans les années 50 ont laissé la même trace dans notre souvenir. Blouse grise et culotte courte, pupitre avec le trou pour l'encre, ou encore la chanson des tables de multiplication. Je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d'octobre. Ce que je vois alors dans ce jardin, c'est un petit bonhomme qui, les mains dans les poches et sa gibecière au dos, s'en va au collège en sautillant comme un moineau. Ma pensée seule le voit, car ce petit bonhomme est une ombre, c'est une ombre du moi que j'étais il y a 25 ans. Anatole France. Les élèves reprennent le chemin de l'école, sans se douter qu'aujourd'hui, c'est une école Jules Ferry qui s'est métamorphosée. Les besoins ne sont plus les mêmes. Les premières règles posées, l'enfant redevient le centre des pensées. Et des initiatives comme celle de Célestin Freinet, qui souhaite rendre l'élève plus actif à l'école, plus ouvert sur son environnement, ne peuvent plus passer inaperçus. Au matin de la vie, il entrait à l'école. En ce temps-là, 2 et 2 faisaient 4. Nous connaissions la liste chantante des sous-préfectures. Nous récitions la table de multiplication à l'endroit et à reculons. Nous affrontions la stratégie des guerres de Louis XIV ou de Napoléon. Mais voilà, 2 et 2 ne font plus forcément 4. Les sous-préfectures sont désormais sans fonction. La machine calcule mieux et plus vite que l'homme. Et les guerres modernes ont éclipsé les héros en dentelle de tirer les premiers, messieurs les Anglais. Comme celui d'hier, l'enfant d'aujourd'hui a la même passion de liberté, le même élan vers la vie, le même penchant à la rêverie, le même besoin profond de l'initiative personnelle. Laissez-le aller. C'est lui qui ouvrira les portes radieuses de son avenir. Travailler pour de bon, pour que ça serve, pour faire joli, ce sont là les grands soucis de l'enfant aux prises avec la vie. L'esprit pense, la main caresse avec délicatesse l'œuvre qui naît, magnifiée d'amour et de ferveur. Déjà l'enfant a les soucis et la dignité des travailleurs, la conscience d'avoir posé une pierre à son édifice et ajouté à son patrimoine un peu d'efficience et de beauté. L'enfant invente, l'enfant crée, l'enfant vit. Rien ne lui fait peur. Les plus grands, les plus difficiles travaux ne l'arrêtent pas. 10 enfants ont travaillé avec acharnement à la construction de ce bas-relief de 5 mètres sur 3, dominant jour après jour les difficultés techniques apparemment insurmontables pour leurs mains inexpérimentées. Ils revivent sans le savoir ces élans collectifs qui ont porté les hommes sur les chantiers des cathédrales, ces moments d'enthousiasme où les peuples se sentaient possédés d'un pouvoir de création invincible et incontrôlable. Ils créent et ils donnent. Ici, le maître n'ordonne pas, n'interdit pas. Ici, le maître ne dit pas « il faut ». Ici, le maître n'est qu'un compagnon plus expérimenté. Comme le père, comme la mère qui soutenait les premiers pas du bébé, il est là pour conseiller, pour guider, jamais pour commander. De découvertes en découvertes, de créations en créations, l'enfant monte vers l'homme. Lapin dans la clairière, pendant que le loup n'y est pas, tentation sur leur derrière, s'amuser tous éclats. Ah 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 ah. D'où es-tu? Que fais-tu? C'est fini.